Le FMI et la Banque mondiale s'opposent au projet d'expansion de la raffinerie de Dangote en Afrique de l'Est, c'est-à-dire en Tanzanie, au Kenya et en République démocratique du Congo. Et ça cause un énorme problème pour le continent. Les institutions de Bretton Woods s'opposent une fois de plus à la souveraineté africaine. Et cette fois, à la souveraineté énergétique. L'Afrique a aujourd'hui un réel problème de déficit énergétique. Environ 590 millions de personnes sur le continent vivent sans accès à l'électricité. Ceci en Afrique subsaharienne. Et le Nigeria, à lui seul, concentre 86 millions de personnes sans courant. En plus, très récemment, le conflit dans le Golfe Persique a fait exploser les prix un peu partout sur le continent, ce qui s'est répercuté sur les denrées de première nécessité et certaines familles déjà dans la précarité ont vu leur situation tout simplement s'empirer. Alors il faut comprendre aujourd'hui que Aliko Dangote, c'est le seul homme sur le continent capable de mettre 50 milliards de dollars sur la table pour construire des raffineries qui appartiendront à des Africains, financées par des Africains, opérés par des Africains et qui alimenteront des Africains. Sa raffinerie de Lekki à Lagos au Nigeria tourne aujourd'hui à 650 000 barils par jour. Ceci à pleine capacité depuis février 2026. Elle a fait du Nigeria, qui importait son essence depuis 50 ans, un exportateur net de carburant. Et l'homme ne s'arrête pas là. Il a annoncé qu'il porterait Lekki à 1,4 million de barils par jour d'ici 30 mois. Ce qui en ferait tout simplement la plus grande raffinerie au monde. Il va ensuite construire une seconde raffinerie de 17 milliards de dollars à Mombasa, au Kenya, pour alimenter la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et l'Est de la République démocratique du Congo. 7 pays africains qui cesseraient enfin d'envoyer leurs devises à Rotterdam, à Mumbai ou aux traders de Genève pour s'approvisionner en carburant. Le rêve panafricaniste dans sa froide simplicité industrielle. Et c'est précisément ce rêve que les institutions de Bretton Woods, dans les semaines qui viennent de s'écouler, ont décidé de freiner. Premièrement, le 7 avril 2026, la Banque mondiale publie un rapport, le Nigeria Development Update, rapport dans lequel on s'inquiète soudainement que Dangote contrôle 80% de l'approvisionnement nigérian en carburant et applique une marge d'environ 12% au-dessus du prix d'importation. Alors, on évoque le risque d'un monopole nuisible aux consommateurs. Le rapport est tellement maladroit, tellement transparent dans sa cible que la Banque mondiale finit par le retirer de son propre site 2 jours plus tard. Ceci suite au tollé qu'il a provoqué au Nigeria et sur tout le continent. Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, rencontre Aliko Dangote à Washington le 15 avril pour tenter comme ça de racoler les morceaux, mais le message lui est passé. L'argument que ces institutions opposent à Dangote, il faut le savoir et le présenter honnêtement, parce qu'il a l'apparence du bon sens. Elles disent qu'un acteur trop dominant dans le raffinage, c'est un monopole, et un monopole, c'est mauvais pour le consommateur africain. Parce que ce monopole, celui qui détient ce monopole, finit par fixer les prix sans véritable concurrence. Elles disent qu'il faut laisser fonctionner la libre concurrence, autoriser les importations en parallèle, permettre au marché de réguler. Alors, présenté comme ça, abstraitement, sans contexte historique, on pourrait presque y croire. Sauf que ces mêmes institutions, depuis 40 ans, ont imposé la privatisation et la fermeture des raffineries publiques africaines, au Nigeria, au Sénégal, au Cameroun, au Kenya, en argumentant à chaque fois que la libre importation valait mieux que la production locale. Et le résultat, on le connaît, on a aujourd'hui un continent qui exporte les 3/4 de son brut et qui réimporte 70% de ses produits finis. 60 milliards de dollars qui sortent du continent chaque année vers les raffineries d'Inde, de Russie, des Pays-Bas. Alors, quand on appelle ça la libre concurrence, on appelle en réalité l'organisation méthodique de la dépendance africaine. Donc, Dangote aujourd'hui, c'est réellement ce qu'il combat. Parce qu'au Nigeria, depuis
Le premier jour, il affronte, il a mis 5 ans, je dis bien 5 ans, juste pour acquérir les terres de Lekki parce que des intérêts puissants faisaient tout pour bloquer le projet. Il appelle ces intérêts, dans ses propres mots, la mafia du pétrole. Les traders, les armateurs, les distributeurs qui se partageaient les 10 milliards de dollars de subventions annuelles que le gouvernement nigérian versait pour permettre l'importation de carburant. Une fois la raffinerie debout, on a documenté 22 incidents de sabotage à l'intérieur même de l'usine. 82 millions de dollars de pertes pour les vols, les tentatives d'incendie. Dangote l'a lui-même dit devant les caméras. Heureusement pour nous, nous ne savions pas ce que nous construisions. Parce que si tu savais que j'étais confronté au plan et au dessin en même temps, je n'aurais pas construit cette raffinerie. Puis il y a eu cette guerre publique avec le régulateur nigérian, la NMDPRA, dont le directeur Farouk Ahmed accusait le carburant de Dangote d'être de mauvaise qualité tout en continuant à délivrer des licences d'importation à ses concurrents. Un homme qui a fini par démissionner en décembre de l'année passée après que Dangote a porté plainte pour enrichissement personnel. Et maintenant que la raffinerie tourne à pleine capacité, que le pays est devenu exportateur net, on aurait pu croire que le combat était gagné. Sauf que le 6 mai, cette même autorité nigériane, la NMDPRA, a renouvelé les licences d'importation de carburant pour 6 entreprises, autorisant l'entrée de plus de 720 000 tonnes de produits raffinés sur le marché que Dangote alimente déjà à plus de 90%. Et Dangote a immédiatement déposé une nouvelle plainte au Federal High Court de Lagos le 15 mai dernier contre l'attorney général du Nigeria, contre la NMDPRA et contre les 6 importateurs. Il demande à la justice d'annuler les licences parce qu'elles violent l'ordre du tribunal d'avril, parce qu'elles contreviennent au Petroleum Industry Act qui interdit les importations quand l'approvisionnement local est suffisant et surtout parce qu'elles découragent l'investissement industriel africain. Et ça, c'est la vérité. Elles découragent l'investissement industriel africain. Alors, voilà maintenant le tableau qu'il faut avoir en tête pour comprendre la décision d'Aliko Dangote. Quand il décide aujourd'hui d'ouvrir le capital de sa raffinerie au public par une introduction en bourse, cela est tout simplement historique parce qu'elle sera valorisée à 50 milliards de dollars, dont 10% du capital seront mis sur le marché et que ceci va représenter donc une levée d'environ 5 milliards de dollars. La raffinerie sera cotée d'abord à la bourse de Lagos, la NGX, qui a été l'un des marchés les plus performants au monde l'année dernière avec une progression de 51%. Et le groupe Dangote prépare également une cotation duale de sa filiale Ciment à la bourse de Londres. Ceci dès septembre 2026 pour environ 13 milliards de dollars. Mais le projet va plus loin, encore plus loin. Les bourses de Johannesburg, de Nairobi, du Ghana et de la BRVM en Afrique de l'Ouest ont été conviées dès le 1er avril pour discuter d'une cotation panafricaine sans précédent. La structure que Dangote propose est inédite. On achète l'action en Naira et on est payé en dollars grâce aux 6,4 milliards de dollars de revenus d'exportation annuelle de sa raffinerie. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un actif industriel africain de cette échelle ouvre son capital à des Africains ordinaires. Ce n'est pas seulement une affaire des riches ou des ultra-riches, mais c'est également une affaire de ce qu'on pourrait qualifier du bas peuple. Jusqu'ici, Dangote se finançait par des syndicats bancaires internationaux, par Afreximbank, par la Standard Chartered, par la MUFG, mais désormais le financement passera par la bourse tout simplement parce que les portes de financement occidentales, sous la pression des analyses de la Banque mondiale et du FMI, sont en train de se fermer parce qu'on ne peut plus compter sur les bailleurs traditionnels pour financer une industrialisation que ces mêmes bailleurs estiment problématique. Il faut donc désormais que les Africains financent eux-mêmes leurs raffineries. Non pas que leurs raffineries, mais également leurs cimenteries, leurs engrais, bref, en général, leur souveraineté. Alors, on le sait tous, les Africains aiment à s'indigner sur les réseaux sociaux
partager des publications, dénoncer les institutions de Bretton Woods, c'est important. Et il faut le dire, je ne dis pas le contraire, mais le soutien réel à un homme comme Dangote ou à d'autres hommes d'affaires, ou plus largement le soutien réel à notre industrie locale, à notre souveraineté économique, il commence tout simplement quand on met de l'argent dans le capital de ces entreprises africaines. Quand on devient actionnaire d'une banque ivoirienne à la BRVM, quand on devient actionnaire de la MTN Nigeria ou de la Dangote Cement sur la bourse de Lagos, quand on apprend à utiliser ces marchés qui ont fait 51% l'année dernière en 2025 pour la bourse du Nigeria et 27% pour la BRVM, des rendements que les bourses occidentales n'arrivent même plus à imaginer. C'est ça, concrètement, soutenir l'Afrique. C'est ça, devenir copropriétaire de l'économie africaine. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, ces marchés-là sont encore très abstraits. Comment ouvrir un compte à la BRVM depuis l'Europe, les États-Unis? Quel courtier choisir à la bourse de Lagos? Comment éviter les risques de change sur le Naira? Comment se positionner sur l'IPO Dangote qui arrive dans les prochaines semaines? Ce sont ces questions que j'ai entendues en boucle et c'est précisément pour y répondre que j'ai préparé une formation complète sur l'investissement dans les bourses africaines, que ce soit la BRVM en Afrique de l'Ouest, la NGX au Nigeria, la BVMAC en Afrique centrale. Le lien est dans la description de la vidéo. Il est aussi dans ma biographie. Bien entendu, vous pouvez également me contacter directement au numéro qui s'affiche. Je vous accompagnerai personnellement parce que la souveraineté africaine, à un moment donné, ce n'est plus un slogan. La souveraineté africaine, c'est une décision d'investissement. Si vous souhaitez acquérir votre véhicule depuis l'Allemagne, vous pouvez nous contacter à ce numéro qui s'affiche, que vous soyez en Europe ou en Afrique. Nous pouvons vous faire parvenir votre véhicule à votre domicile. Alors, s'il vous plaît, pour vous épargner du temps à vous et à nous, évitez de nous contacter à ce numéro avec des suspicions d'arnaque. Si vous pensez que c'est de l'arnaque, vous êtes libre de ne pas nous contacter. Mais si vous prenez la décision de contacter ce numéro, je pense que vous savez très pertinemment que chaque numéro est individuel.